Quand on lève le pouce pour signaler à l'assistant qu'il peut lever l'aile, cela veut dire qu'on est prêt pour débuter la séquence de décollage. Cependant, avant d'en arriver là, il y a toute une séquence de préparation du vol. Dans cette vidéo, nous allons détailler toute cette séquence de préparation, située en amont du vol, et qui est indispensable pour que ce vol se fasse en sécurité. Un certain nombre de conditions doivent être nécessairement réunies pour réaliser un vol en planeur. Nous allons ici les lister. Une partie de ces conditions est liée au pilote. Une autre partie est liée à la machine, donc au planeur. Et une dernière partie est liée à l'environnement. Commençons par le pilote. La première question qu'il va falloir se poser avant d'aller au terrain est: suis-je suffisamment en forme pour voler? Un vol en planeur, donc sans moteur, est un vol particulier, car on va avoir plein de paramètres à analyser et de décisions à prendre pour rester en l'air, tout en gardant des marges de sécurité. Si on est fatigué, enrhumé, sous l'emprise d'alcool, de médicaments, ou si on est perturbé pour des raisons affectives ou à cause de soucis variés, il faut savoir renoncer à voler et reporter l'activité de vol à une période plus favorable. On vous présente ici la fiche Ma Forme, réalisée par la Fédération française de vol en planeur. Elle liste les points concernant la bonne forme d'un pilote qu'il faut valider pour entreprendre le vol. Cette affiche est téléchargeable sur le site ateo.cnvv.net dans la rubrique Documents pour le pilote. Indépendamment de sa forme, le pilote est également tributaire de conditions réglementaires pour effectuer un vol. Dans le cadre de la SPL, pour voler en tant que commandant de bord, il faut s'assurer que son expérience récente est suffisante. On n'a plus une date butoir indiquée sur nos nouvelles licences. Il faut maintenant s'assurer journellement qu'on a bien les conditions nécessaires dans les 24 derniers mois glissants. La façon la plus efficace de vérifier cela est d'utiliser GESASO. L'information y est disponible chaque jour en temps réel, sous réserve d'avoir rentré correctement les informations de départ et de s'assurer régulièrement que les heures de vol qu'on effectue sont bien prises en compte par le système de gestion des vols du club dans lequel on vole. La dernière condition concernant le pilote est celle de la visite médicale. Cette dernière, qui se périme à date fixe, est également surveillée par GESASO. Mais là aussi, il faudra prendre le temps à chaque visite médicale de mettre cette date à jour dans GESASO. Il est à noter que GESASO envoie une alerte quand un paramètre est à 1 mois d'être périmé ou 45 jours avant quand il s'agit du certificat médical. La vignette correspondante passera de la couleur verte à la couleur orange. La couleur passera au rouge quand les conditions de validation de cette vignette ne seront plus réunies. Et elle deviendra grise 1 mois après la péremption. Attention, une vignette SPL, certificat médical ou moyen de lancement de couleur rouge, ne permet plus de voler en commandant de bord. Une vignette en port de passager rouge permet de voler en solo uniquement. Notez qu'en sortie de période hivernale, ou après une longue période sans avoir volé, même si on est encore en règle en ce qui concerne l'expérience récente, il peut être intéressant d'utiliser le baromètre de sécurité du pilote pour évaluer notre situation et suivre les conseils qui sont donnés en fonction de la couleur obtenue. Ce baromètre est téléchargeable sur le site ateo.cnvv.net dans la rubrique Documents de sécurité. Parlons maintenant de l'environnement. Il y a 2 points à vérifier pour déterminer si un vol est possible. Le premier concerne bien sûr les conditions météorologiques, la situation générale et les évolutions prévues. Elles doivent être compatibles avec le niveau d'expérience du pilote. Si ce n'est pas le cas, il faudra là aussi savoir renoncer à voler en commandant de bord, et plutôt profiter de cette situation pour faire un vol d'entraînement avec un instructeur. Le deuxième point à vérifier est l'absence de NOTAM, SUP-AIP ou RTBA, pouvant limiter ou interdire le vol dans le volume d'espace dans lequel on a prévu de se déplacer. Tous ces sujets sont traités dans le module réglementation du e-learning de la Fédération française de vol en planeur. Les conditions liées à l'environnement sont en général vérifiées et exposées à tous les pilotes lors du briefing matinal dans les centres de vol à voile. Si on n'a pas pu bénéficier de ce briefing,
il faudra s'assurer de ces conditions de façon individuelle avant de partir en vol. Notez qu'en ce qui concerne l'environnement, on peut également profiter du trajet vers l'aérodrome pour noter la hauteur des cultures et avoir ainsi une première conscience de la situation en ce qui concerne les risques d'atterrissage en campagne pour la période considérée. Parlons maintenant du planeur. Comme le pilote, le planeur doit être en règle administrativement pour avoir le droit de voler. Cette condition est normalement surveillée et gérée par le club de vol à voile où est basé le planeur. Mais c'est le commandant de bord volant sur le planeur qui a la responsabilité finale de vérifier cette condition. Il est donc utile de faire régulièrement une vérification. Plusieurs documents doivent se trouver dans le carnet de route. Parmi eux, il y en a 2 qui ont une date de validité qu'il faut vérifier. Le CEN, certificat d'examen de navigabilité, et le certificat d'assurance. Si un de ces documents est périmé, le vol n'est pas possible sur ce planeur. Les autres documents n'ont pas de date de validité, mais il faut cependant vérifier leur présence dans le carnet de route. Il y a le certificat de navigabilité, ou CDN, qui indique que le type de planeur correspondant est autorisé à voler, le certificat d'immatriculation, qui permet de savoir qui est le propriétaire du planeur, la licence de station d'aéronef, ou LSA, qui liste les équipements radio installés à bord, et la fiche de pesée, qui permet de déterminer la masse mini et maxi du ou des pilotes pour rester dans le domaine de centrage. La dernière étape de cette préparation au vol concerne la vérification technique du planeur. Pour cela, nous avons une checklist pour nous aider. Il s'agit du CRIS, petite fiche rouge et blanche, qui doit se trouver dans tous les planeurs. Dans les planeurs biplaces, il doit y avoir un CRIS à l'avant et un autre à l'arrière. S'il y a 2 pilotes à bord, le CRIS se fera en équipage, chacun lisant sa fiche. Attention, ce n'est pas une fois installé dans le planeur qu'on doit sortir cette fiche pour faire le CRIS. Cette fiche a un recto et un verso. Le recto, intitulé « Préparation au vol », liste toutes les vérifications qui doivent être faites avant de s'installer dans le planeur. C'est donc dès qu'on arrive vers le planeur qu'on va utiliser qu'il faut sortir cette fiche et se conformer aux différentes consignes listées sur le côté « Préparation au vol ». Regardons dans le détail ce qui compose ces vérifications initiales, qui doivent donc être faites avant de s'installer dans le planeur. Le premier item concerne la visite pré-vol. Cette visite pré-vol doit être effectuée obligatoirement avant le premier vol de la journée. Elle doit également être refaite si le planeur a déjà volé, mais qu'il est resté un grand moment sans surveillance. Cela peut être le cas, par exemple, s'il est resté en piste pendant le moment de la pause déjeuner. Chaque planeur a ses propres particularités et dispose d'un programme de visite pré-vol personnalisé. Ce programme se trouve dans le manuel de vol du planeur. On peut utiliser la version papier du manuel de vol qui accompagne le planeur, mais on peut aussi avoir une version électronique dans son téléphone ou sur une tablette. Votre instructeur vous décrira la visite pré-vol qui correspond au planeur que vous utilisez. L'idéal est d'être 2 pour faire cette visite pré-vol. Toutes les vérifications doivent être faites avec soin et vigilance. Chaque item listé dans le programme de cette visite pré-vol doit être vérifié en utilisant la méthode décrite dans le manuel de vol. Si le planeur vient de voler, il n'est pas nécessaire de refaire une visite pré-vol complète. Mais il y a cependant un minimum de vérification visuelle à faire, dont voici la liste. Les fils de laine sont bien en place. Le gonflage des pneus est normal. Il n'y a pas d'impact ou de dégradation visible sur le fuselage, sur les ailes et les empennages. L'antenne de compensation est bien en place. Les éventuels BO ou éclis ont bien été enlevés. On fait en fait un tour complet du planeur pour s'assurer qu'il n'y a pas eu une dégradation qui n'aurait pas été détectée lors du vol précédent. On vérifie ensuite dans le cockpit que les batteries sont bien branchées et arrimées.
et qu'il n'y a pas d'objet inapproprié dans le coffre à bagages. Avant de monter à bord, il y a encore quelques vérifications à faire dans le cockpit. S'assurer que le centrage requis va bien être respecté. Le nombre de gueuses nécessaires en fonction du poids du pilote est indiqué sur une étiquette dans le planeur. Si on a un doute sur le poids réel habillé avec le parachute, il faut utiliser une balance pour faire cette vérification. Si le siège est réglable, et qu'à cause d'une petite taille cela nécessite de positionner le siège vers l'avant, il faut trouver un système pour bloquer ce siège et l'empêcher de partir vers l'arrière, car s'il se déverrouille sur une secousse au décollage, cela peut être extrêmement dangereux. Il y a deux solutions. Soit trouver quelque chose de rigide pour empêcher le siège de reculer une fois qu'il est réglé vers l'avant, soit le régler à fond vers l'arrière pour être sûr qu'il ne reculera pas, et rajouter des coussins, ce qui en plus de la sécurité, apportera du confort. Sur les planeurs, il y a généralement aussi un système de réglage des palonniers. La plupart sont réglables une fois que le pilote est installé, grâce à une poignée de couleur noire. Mais sur certains planeurs, ce réglage doit se faire sur les palonniers eux-mêmes, ce qui oblige à le faire avant de monter dans le planeur. Il est à noter qu'il est important de toujours s'installer de la même façon, avec les mêmes réglages, quand on est en instruction. Cela permet d'avoir les yeux toujours à la même distance et même hauteur par rapport au repère capot. Si ces références visuelles bougent d'un vol à l'autre, il sera plus difficile de progresser. La dernière étape avant de monter à bord consiste à vérifier qu'on a bien tout son équipement. Le parachute, qui doit avoir été bien ajusté. Si c'est le cas, on doit avoir du mal à rester en position verticale et sentir que le parachute nous maintient dans une position légèrement courbée. Les sangles du parachute doivent avoir été ajustées et repliées de façon à ne pas pendre. On repère bien où se trouve la poignée d'ouverture. On doit être capable de la trouver sans la regarder. Un chapeau, des lunettes de soleil, et il est conseillé de vérifier que son téléphone portable est bien en marche et sur soi. Cela pourra permettre une éventuelle géolocalisation en cas d'accident, surtout si on vole en montagne. Pour le chapeau, l'idéal est un bob. Une casquette est interdite, car la visière obstrue une partie de la vision vers le haut qui est primordiale pour la sécurité des vols, dans les ascendances par exemple. De plus, sur le sommet des casquettes, il y a généralement un bouton qui peut casser le plexiglas sur forte turbulence si la tête est proche de la verrière. Ces vérifications effectuées, on peut s'installer dans le planeur et faire les vérifications finales à l'aide de la partie verso du CRIS. Attention, cette phase d'installation et de vérification est primordiale pour la sécurité. Il est important de ne subir aucune interruption de tâche. Donc, en piste, on fait très attention à ne pas venir déranger un pilote en train de s'installer ou en train de faire son CRIS. En tant que pilote en train de s'installer, on reste dans sa bulle concentré sur sa préparation. Et on ne discute pas avec les personnes à proximité. On voit ici un pilote qui est rendu au milieu de son CRIS. Si pour une raison ou une autre, il est obligé d'interrompre ce CRIS, ou, comme si c'est le cas ici, il est dérangé par un autre pilote, une fois que le problème qui a généré l'interruption de tâche est géré, il faut reprendre le CRIS depuis le début pour être sûr de ne sauter aucune ligne et de ne rien oublier. Attention, le CRIS ne se fait pas de tête. Il doit se faire avec la fiche, en lisant tous les items les uns après les autres, pour être sûr de ne rien oublier. Parmi les items du CRIS, il y en a deux qui sont particuliers. Ce sont le FLARM et la radio. Ces équipements sont obligatoires pour le vol. Donc, si l'un ou l'autre ne fonctionne pas au moment de la réalisation du CRIS, la séquence de départ doit être annulée, le planeur dégagé et le problème réglé avant d'envisager de pouvoir s'aligner à nouveau pour un décollage. Une fois tous les items du CRIS effectués, on arrive au briefing de sécurité. Ce briefing de sécurité a été créé pour aider à gérer la spécificité des problèmes qui peuvent survenir au décollage. Le traitement d'un problème au décollage est différent du traitement d'un problème en vol. En vol, si un problème survient, par exemple la radio qui ne fonctionne plus, il n'y a pas d'urgence à gérer le problème.
on se concentre sur le pilotage et en parallèle, on fait une analyse pour essayer de trouver une solution. Par contre, au décollage, si un problème survient dans la phase critique, il faudra une réaction immédiate. Il n'y a aucun temps disponible pour une analyse et une recherche de solution. Pour être capable de réagir rapidement, il faut avoir prévu le problème et avoir une solution toute prête. Un certain nombre de problèmes sont susceptibles de se produire lors d'un départ en vol remorqué. Une aile peut toucher le sol, l'avion peut avoir une panne moteur ou une perte de puissance lors de l'accélération sur la piste, le câble peut casser, soit pendant la phase de décollage sur la piste, soit juste après le décollage, ou encore pendant la phase de montée initiale. Il faut donc avoir des solutions toutes prêtes et adaptées aux conditions du jour, car les parades peuvent être différentes d'un jour à l'autre pour un même problème, en fonction de la météo et de la configuration des pistes. L'idéal est de formaliser ce briefing de sécurité au décollage en énonçant les actions d'urgence à haute voix. Par contre, si on est deux à bord, ce briefing doit être obligatoirement fait à haute voix pour que le projet d'action soit clair et partagé par les deux pilotes. En voici un exemple. Alors Xavier, tu es prêt pour le briefing sécurité avant décollage ? Oui. Alors, on a la main sur la poignée jaune, si l'aile retouche, on largue, on freine, on s'arrête. Si jamais il y a une casse de câble ou un arrêt décollage sur la piste, eh bien on largue et on se dégage vers la droite. L'avion dégagera lui à gauche. S'il y a une casse de câble après le décollage sur cette piste 01, eh bien on va tout droit, légèrement à gauche, il y a une zone atterrissable et on se posera dans les champs qui sont légèrement à gauche. Et s'il y a une casse de câble après le premier virage qui se fera sur la droite, eh bien on se positionnera pour se reposer sur la piste perpendiculaire, c'est-à-dire sur la piste 28. Tu es d'accord Xavier ? Oui. Donc briefing sécurité décollage, terminé. Ce briefing est donc une préparation mentale du pilote pour faire face à un problème lors de la phase critique du décollage. En les énonçant, le pilote commandant de bord met dans sa mémoire immédiate les quelques manœuvres d'urgence qu'il devra exécuter sans délai si un problème survient pendant cette phase critique. Une fois le briefing de sécurité effectué, on est prêt à décoller. Il reste les derniers items de la procédure de départ en vol remorqué. Le câble est bien attaché. Le câble est bien tendu, éventuellement avec les aérofreins si le frein de roue est couplé avec. Ensuite, les aérofreins sont bien rentrés et verrouillés. Et la verrière est bien verrouillée. Il reste à faire signe à l'assistant de lever l'aile. À partir de là, on a la main sur la poignée jaune et on se concentre sur le pilotage pour garder les ailes horizontales, l'axe et être prêt à réagir si un problème survient. Terminons par un rappel des points clés. Il faut savoir renoncer à voler si on n'a pas les conditions physiques et mentales qui permettent de le faire en sécurité. Avant un vol, il faut vérifier que les conditions réglementaires concernant le pilote et le planeur sont réunies. L'environnement, météo et espace aérien doivent avoir été analysés. Les vérifications listées sur la partie recto du CRIS doivent être effectuées avant de s'installer dans le planeur. Il faut faire un briefing de sécurité adapté aux conditions du jour avant chaque départ pour être prêt mentalement à réagir rapidement et de la bonne façon si un problème survient pendant la phase critique du décollage. Dans cette vidéo, on a parlé de la préparation au vol pour un décollage en vol remorqué. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la ligne droite.